Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence dédiée au textile intelligent. Je suis Khaled Baziz, dirigeant de la société Camitis, qui est spécialisée en veille stratégique et technologique, et j'aurai le plaisir d'animer cette conférence. Alors, nous avons la chance d'accueillir comme intervenants Madame Buteau et Monsieur Viennot, qui vont nous éclairer sur cette thématique grâce à leurs expertises. Madame Buteau est déléguée générale de l'Union des industries textiles et Monsieur Viennot est directeur général du pôle de compétitivité Uptex. Alors on va commencer par vous présenter les enjeux, les applications et les travaux en cours concernant les textiles intelligents. La deuxième partie de la conférence sera beaucoup plus interactive puisque je vous passerai la parole pour poser les questions aux intervenants. Un micro circulera parmi vous tout à l'heure. Alors comme je l'ai dit au début, je dirige une société spécialisée en veille stratégique et technologique. Nous avons réalisé en début de cette année donc une étude sur les textiles intelligents. Si on peut passer les slides, ça serait bien. Voilà, merci. Donc voilà, nous avons analysé et cartographié les technologies, les applications et les marchés sur la période 2016-2021. Vous pouvez retrouver cette étude sur notre site. Donc je vais déjà commencer par vous livrer quelques résultats concernant cette étude, ce qui permettra de planter le décor pour la suite de la conférence. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un textile intelligent ? Il fallait déjà s'entendre sur une définition, rien ne serait-ce que pour délimiter le périmètre de recherche. Et ce n'était pas quelque chose de très facile parce que le mot textile intelligent est un mot valise dans lequel on met tout ce qui n'est pas textile traditionnel. Donc on peut trouver des textiles connectés, des textiles électroniques, des textiles techniques. C'était assez difficile donc de s'entendre sur un périmètre particulier. Bon, nous avons néanmoins réussi à trouver une définition qui nous convenait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut marcher. Non, toujours pas. Ah, c'est bon. Donc voilà, c'est des textiles qui vont être constitués de plusieurs blocs. Donc le premier, c'est tout ce qui est capteur pour la sensibilité, donc pour réagir aux différents stimuli. La deuxième partie, bon, je vais rester debout, c'est plus simple. Bon, la deuxième partie, c'est des déclencheurs, c'est ce qui va permettre donc de réagir à des stimuli en déclenchant des actions. Et la troisième partie, donc, c'est tout ce qui est adaptabilité avec l'unité de contrôle. L'unité de contrôle peut être déportée du textile. Ça peut être par exemple une montre connectée ou un smartphone qui va gérer l'intelligence. En revanche, les deux premiers blocs sont directement intégrés dans le produit, dans le textile, dans les fibres des fois. Si on fait l'analogie avec le corps humain, donc la première partie c'est le système nerveux, la deuxième partie c'est les muscles et la troisième partie c'est le cerveau. Et c'est ce qu'on va retrouver justement tout au long de la définition. Alors quelles sont les applications aujourd'hui qui tirent profit donc de ce nouveau type de produit ? La première c'est la protection, pour les militaires, pour les forces de l'ordre, pour les pompiers. La deuxième application c'est le sport, donc toutes les activités sportives qui s'adressent au grand public. Et la troisième application c'est la santé qui s'adresse à tout le monde. Alors si on rentre un peu plus dans le détail de ces applications, au niveau par exemple de la protection, il y a des drivers aujourd'hui qui sont liés déjà à l'engouement des gouvernements puisqu'il y a beaucoup de budgets qui sont alloués aujourd'hui dans la recherche dans ce type de technologie. L'idée étant d'équiper par exemple les militaires ou les forces de l'ordre d'uniformes beaucoup plus intelligents pour justement pouvoir suivre le mouvement des troupes ou justement les aider à affronter des milieux un peu hostiles. Au niveau des freins, on va retrouver forcément le frein technologique puisqu'on est encore en début de l'aventure, même s'il y a quand même une vingtaine d'années aujourd'hui d'expérience sur ce type de produit, mais on est encore dans des stades de prototype et pas forcément sur des produits finis en grande série. La deuxième application, le sport, va profiter de l'engouement aujourd'hui de ce qu'on appelle le quantified self, donc la mesure de soi, avec les montres connectées, les smartphones, les différentes applications qui vous permettent de définir des objectifs sportifs par exemple, de vous mesurer à vos amis ou de faire du sport ensemble. Donc les textiles intelligents viendraient comme une brique supplémentaire pour apporter quelque chose de nouveau dans cette perspective.
Au niveau des freins, on va retrouver la lassitude, comme par exemple dans les bracelets connectés aujourd'hui qui sont abandonnés par les utilisateurs au bout de quelques mois. Est-ce que ce sera le cas pour le textile? Sachant que le textile, on le porte, ça, l'avenir nous le dira. Peut-être que vous nous le direz après, on vous posera la question. Et donc la troisième application qui est relative à la santé, elle va être en plein essor puisque la santé connectée aujourd'hui est déjà très présente en Amérique du Nord, donc aux USA et aussi au Royaume-Uni, où il y a beaucoup d'entreprises qui commencent déjà à proposer des solutions de santé connectée aux patients. On remarque également aujourd'hui dans les pays développés un vieillissement de la population, avec des maladies chroniques, avec des coûts qui deviennent assez élevés, et les textiles intelligents permettraient donc de réduire ce coût et aider à maintenir à leur domicile les personnes âgées. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant pour le futur. Au niveau des freins, on va retrouver également ce qu'on avait tout à l'heure par rapport aux données, donc tout ce qui est transfert de données. On parle de données médicales, donc de données sensibles. Or, le modèle économique de la santé connectée, c'est justement d'exploiter ce type de données. Donc là, on voit très bien que ça peut être un frein assez important. Donc si on regarde un petit peu ce que nous disent les consommateurs, donc on a réalisé un panel représentatif, on a analysé plusieurs centaines de commentaires pour savoir quelle était la vision des consommateurs des textiles intelligents. Et à notre grande surprise, ce qu'on appelle les early adopters, donc les utilisateurs précoces, constituent à peu près 27% du panel. Ce qui est quand même assez élevé, parce que dans les produits relativement technologiques, généralement on est entre 10 et 15. Donc ça veut dire qu'il y a un engouement particulier pour ce type de produit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur les autres. Donc pour les personnes hésitantes et réticentes, il y a quand même certains freins, certaines contraintes qu'il va falloir lever pour aller beaucoup plus loin. Alors justement, quelles sont ces contraintes? Lorsqu'on pose la question, on retrouve quelques contraintes principales. Donc le problème, c'est les données. Qu'est-ce qui va se passer avec les données qu'on va collecter? La deuxième, c'est le risque pour la santé. Le troisième, donc je le lis ici, donc c'est comment est-ce que ça va comment ça va marcher dans la vie de tous les jours. Donc est-ce que ça va passer par exemple dans la machine? Est-ce qu'on va pouvoir repasser un textile connecté comme un textile classique? C'est des questions qui peuvent se poser. Il y a aussi l'électronique proche de la peau. Ça peut être assez angoissant par exemple. Et le troisième point, donc, c'est le confort. Si je mets des LED ou des fibres instrumentées, des fibres électriques dans mon t-shirt, est-ce qu'il sera aussi confortable à porter qu'un t-shirt classique? Donc pour aller plus loin en plus dans l'analyse, on a également essayé de trouver des solutions pour contourner ces problèmes. Donc on ne va pas tous les faire, mais déjà par exemple pour le problème des données, ce que nous disent les consommateurs, c'est qu'il faut avoir un droit de regard sur les données, pouvoir les effacer à n'importe quel moment et surtout les anonymiser. S'il n'y a pas ces solutions-là, l'émergence de ce marché va être fortement freinée. Alors, toutes ces données-là, avec les perspectives de marché, avec les drivers, les challenges, nous ont permis de faire des pondérations pour construire un modèle mathématique de prévision de marché. Bon, ce marché est clairement en croissance. Voilà. C'est une croissance qui est supérieure à 20% par an et on estime la taille du marché mondial à peu près 1,5 milliard de dollars en 2021. Ce qui va être intéressant également de savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est la protection qui est l'application la plus importante. C'est elle qui démarre le marché et qui tire le marché. En revanche, en 2021, c'est la santé qui détiendra la plus grande part. L'application sportive sera là pour soutenir l'émergence du marché, mais ce n'est pas cette application-là qui sera essentielle. Nous avons identifié au niveau mondial 140 entreprises qu'on a considérées pertinentes dans le domaine. Alors pertinentes, ça veut dire que c'est des entreprises qui aujourd'hui développent, conçoivent et produisent des produits finis et pas uniquement des prototypes. 140, ça peut être considéré comme peu, mais c'est déjà beaucoup pour un marché qui est en train de se constituer. Et au niveau du tissu industriel, on va retrouver des grandes entreprises, des PME, des startups. Il n'y a pas forcément une taille d'entreprise qui est prépondérante. Et au niveau des projets de recherche, donc si on regarde les projets collaboratifs, c'est plutôt l'Europe et les États-Unis qui aujourd'hui sont assez avancés en termes de budget, par exemple sur la collaboration publique-privée. L'Asie est très avancée sur le côté applicatif, mais à part vraiment des projets coréens structurants,
C'est au niveau de la recherche, c'est aujourd'hui en Europe et aux États-Unis que ça se passe. Alors si on regarde un peu le côté européen, aujourd'hui il y a 61 millions d'euros qui ont été débloqués sur des projets collaboratifs dédiés au textile intelligent, ce qui est quand même une somme considérable. Et pour finir, sur cette introduction, si on regarde un peu les scénarios prévisionnels, donc les scénarios favorables, on voit déjà par exemple des normes qui seraient en faveur de l'émergence de textiles intelligents. Pour la partie santé connectée, les mutuelles et les assurances qui accepteront bientôt donc, de rembourser les textiles liés à la santé connectée. Et surtout, donc, là, pour la partie application sportive, donc l'engouement de cette mesure de soi, de cette tendance santé-bien-être qui va perdurer et qui va justement aider à construire ce marché. A contrario, on va également trouver des scénarios défavorables comme le contexte culturel, puisque le vêtement n'est pas un objet connecté comme un autre. On y tient, ça fait partie de ce que nous sommes, de notre image, de notre culture. Donc ça peut être également un frein de le voir comme ça instrumenté et bardé d'électronique. Et l'autre scénario donc, défavorable, ça reste les données. Si on n'arrive pas à régler le problème de confidentialité des données, ça sera un frein très important à l'émergence du marché. Voilà, donc maintenant je vais passer la parole à Madame Buteau qui va nous expliquer comment développer cette industrie en France. Merci. Merci beaucoup. Je crois que c'était une introduction tout à fait utile sur les grands enjeux et une première quantification du marché potentiel. Moi, je vais vous présenter un autre point de vue, en sachant qu'il y aura pas mal d'éléments convergents, qui est celui en fait d'un syndicat professionnel, une organisation professionnelle. On n'a pas tellement l'habitude de les entendre sur les sujets de l'innovation. En réalité, c'est de plus en plus une de nos priorités. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Union des industries textiles? C'est donc le syndicat professionnel historique des entreprises textiles en France, c'est-à-dire actif dans les secteurs de la filature, du tissage, tricotage, ennoblissement, confection. Et toutes ces entreprises servent trois marchés, le marché de la mode et du luxe, qui est le marché le plus évident pour le textile, tout le marché de la maison, décoration intérieure, et puis le marché des textiles à usage technique. Donc comment on fait? On a des adhérents en fait dans tous les bassins textiles. Certains sont représentés sur le salon, vous pouvez les trouver, l'Alsace, les Vosges, la région Rhône-Alpes, et puis toutes les branches, c'est-à-dire la laine, le coton, les fibres artificielles et synthétiques, dentelles et broderies. Et nos adhérents servent donc les trois marchés, je l'ai dit, mode, luxe, maison et textile technique. Donc les fonctions traditionnelles d'un syndicat professionnel, au départ, c'est le social, c'est la gestion de la convention collective. Mais vous vous doutez que, évidemment, au fur et à mesure des développements de l'industrie, on a pris en charge beaucoup d'autres missions et actions. Vous les voyez ici, il y a tout ce qui est formation, amélioration des compétences. Il y a également tout ce qui est accompagnement à l'export et à l'international, puisque nos entreprises ont plus que jamais besoin d'exporter. Et puis évidemment, la partie innovation, puisque notre secteur textile, s'il a réussi non seulement à survivre, mais à développer son chiffre d'affaires dans les années récentes, c'est évidemment grâce à un formidable effort d'innovation qui est conduit au niveau individuel et collectif. Donc le rôle de l'UIT dans le domaine de l'innovation, il est maintenant assez ancien et il couvre plusieurs domaines. On a évidemment tout ce qui est la défense des crédits d'impôt existants, je ne rentre pas dans le détail. On a également les relations très étroites avec la direction générale de l'entreprise qui nous ont par exemple permis d'obtenir un appel à projet sur les nouveaux procédés et les nouveaux usages du textile l'année dernière, avec au total une enveloppe de 20 millions d'euros. 7 projets d'entreprises textiles françaises ont été sélectionnés, dont certains vont permettre de développer ces fameux textiles intelligents dont on va parler. Donc ça, c'est aussi un des rôles du syndicat professionnel que de nouer des relations étroites avec l'ensemble des acteurs, publics. Donc dans ce cadre-là, on a également décidé de mettre en place un groupe de travail sur les textiles intelligents. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin d'évaluer le potentiel de marché. Ça a été dit, il y a beaucoup d'études en France et à l'international pour évaluer ce marché.
qui n'est pas facile à évaluer parce qu'il y a des questions de périmètre, les sources ne sont pas les mêmes. Donc nous, on voulait simplement, pour la France, essayer d'évaluer ce potentiel de marché. On avait également besoin d'avoir un retour d'expérience des quelques entreprises françaises, on va voir qu'il n'y en a pas tant que ça, qui ont déjà l'expérience d'avoir réalisé des prototypes, d'avoir mis sur le marché un certain nombre de vêtements ou accessoires du textile. On avait également besoin d'identifier les freins, parce qu'évidemment, c'est bien d'identifier les facteurs clés de succès, mais il faut aussi être assez lucide sur les freins existants. Et toute cette réflexion du groupe de travail qui continue à se réunir, on l'a constitué en fait juste avant l'été, au mois de mai, va déboucher au mois de mars, le 16 mars prochain, sur un livre blanc qu'on va donc rendre public et qui va un petit peu résumer la manière dont on voit le développement en France d'une industrie conquérante des textiles intelligents, avec évidemment les atouts, les facteurs clés de succès, mais aussi très clairement les freins ou les questions qui pour l'instant sont restées sans réponse. Donc vous avez ici la composition de ce groupe de travail. L'intérêt, c'est qu'on a réussi à faire dialoguer depuis le mois de mai à la fois des entreprises industrielles, à la fois des régulateurs qui ont évidemment un rôle clé à jouer, et puis également des designers. Donc vous voyez la liste des entreprises qui sont toutes adhérentes et qui sont actives dans différentes régions. Certaines ont des marques, je pense à Damar ou à Dim. D'autres sont peut-être un peu moins connues parce qu'elles n'ont pas de marque et elles fabriquent des tissus. Je pense à TDV qui est bien connu dans le monde du vêtement de travail. Et puis BioSerenity, qui est l'une des entreprises françaises spécialisées en textile intelligent au service de la santé, très objectivement les plus avancées, qui a vraiment un retour d'expérience très riche sur ce sujet. Comme autorité de contrôle avec lesquelles on va devoir intensifier notre dialogue, il y a évidemment la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, puisqu'on a vu que ces questions de protection des données étaient absolument déterminantes vis-à-vis du consommateur pour rendre possible un développement un peu massif, un peu significatif à l'avenir. Il faudra évidemment que ces questions de protection des données aient été réglées dans le cas particulier du textile comme producteur et support de données. Donc on va intensifier notre dialogue avec la CNIL. On a également prévu d'auditionner les éco-organismes, puisque vous savez qu'il y a un éco-organisme pour le traitement, la seconde vie des textiles d'habillement, linge de maison et chaussures. Donc celui-là, on le connaît bien. Mais il faut qu'on entame maintenant un dialogue avec Écosystème, c'est-à-dire l'éco-organisme qui, lui, est chargé de recycler tout ce qui est électronique, puisqu'on va avoir la rencontre du textile et de l'électronique, donc comment on va faire. Et puis on a aussi également un dialogue avec des designers français et canadiens, puisque la question, évidemment, c'est pas uniquement d'avoir des fonctionnalités nouvelles, mais il faut que le vêtement soit beau, soit désirable, autrement il ne trouvera pas d'acheteur. Donc ça c'est notre groupe. Alors ça va être un peu compliqué parce que j'arrive pas à lire le détail des définitions sur l'écran. Donc en fait on a identifié dans ce groupe 5 enjeux prioritaires et ensuite un certain nombre de questions à approfondir. Donc pour les définitions, la question a déjà été évoquée. Nous, on compte se servir des définitions qui ont été données au niveau d'un groupe européen de normalisation. Donc vous avez ici différentes définitions de la matière textile qui a été rendue fonctionnelle, du système textile fonctionnel et du système textile intelligent. Donc ce qu'il faut en retenir, c'est que pour pouvoir parler de matière ou de système textile intelligent, il faut que la matière textile ait été rendue fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle va produire un effet spécifique, elle va avoir une fonction particulière. Et pour que le caractère de intelligent, mais évidemment c'est un terme qui fait débat parce qu'on ne voit pas très bien pourquoi il y aurait des textiles intelligents d'un côté et des textiles qui ne le seraient pas de l'autre. Donc vous comprenez que dans l'utilisation de ce mot, c'est surtout en réalité la capacité à interagir avec l'environnement et à répondre à différents stimuli. Donc c'est surtout cette question en réalité
de capacité à interagir avec l'environnement qui va qualifier à la fin, en fonction du degré de sophistication de l'article textile, le caractère intelligent ou non. Alors, hop, non. C'est là? Pardon? Plutôt par là? Non plus. Alors, la technique? D'accord, peut-être une autre main plus habile. Voilà, donc merci. Donc en fait, ça, c'est toujours le groupe de normalisation européen qui a bâti du coup un tableau en quatre cases, donc au moins ça a l'avantage d'être simple, où on voit qu'on peut répartir en 4 catégories les textiles intelligents. En gros, des textiles qui vont avoir une fonction de communication, les textiles qui vont avoir une fonction de production, de captage ou de stockage de l'énergie, les textiles qui vont cumuler les deux, et les textiles également, il ne faut pas les oublier, qui n'auront aucune de ces deux fonctions, c'est-à-dire pas de production, captation, stockage d'énergie, pas de production, traitement de données ou de communication, mais qui vont néanmoins interagir avec leur environnement, principalement grâce à des principes chimiques actifs qui vont être inclus, par exemple, dans des capsules qui vont faire l'objet de greffage sur le tissu. C'est assez répandu, par exemple, dans ce qu'on appelle les cosmétotextiles. J'ai besoin de vous. Voilà. Alors, un peu plus. Voilà. Donc, un autre enjeu qu'on a identifié, qui est très important et honnêtement sur lequel les PME, TPE textiles ne sont pas les plus engagés, pas les plus à l'aise, contrairement aux marques, c'est l'enjeu de la protection industrielle et intellectuelle. Puisque là, en fait, la nouveauté, c'est que les entreprises qui vont s'engager dans le domaine des textiles intelligents, elles vont devoir très en amont se poser la question de leur stratégie de propriété intellectuelle, dans la mesure où celle-ci va être assez subtile, puisque finalement, il y a différentes catégories de droits qui vont devoir être combinées. Puisque finalement, la question du brevet, évidemment, se pose, donc vraiment une invention susceptible d'être développée à une échelle industrielle, et on sait que les détenteurs de brevets dans ce domaine des textiles intelligents, ils ne sont pas européens, ils sont américains et ils sont asiatiques. Donc on a véritablement ici une guerre des brevets, pour être très honnête, que l'Europe n'a pas gagné. Donc il y a un enjeu sur le dépôt des brevets. On a également un enjeu sur les dessins et modèles, puisqu'évidemment, ça va être la forme en 2 ou 3 dimensions qui va être retenue. On a également un enjeu, évidemment, sur les marques, parce que quand c'est une marque qui va commercialiser, au bout du compte, Damar, Petit Bateau, Dim ou autre, le vêtement, il y a aussi, évidemment, l'enjeu de protection de la marque. Et on a ensuite ce qui peut concerner, mais honnêtement, ça nous semble pas, faut aller plus loin, ça nous semble pas prioritaire. Appellation d'origine, indication géographique, parce que ça nous semble assez peut-être pas très pertinent dans ce domaine. En revanche, tout ce qui est droit d'auteur, ça c'est une protection en France qui est particulièrement stratégique. Pourquoi ? Parce que le champ du droit d'auteur en France est très large et la protection est très importante puisque vous êtes protégé pendant 70 ans. Donc ça, c'est vraiment, on invite les entreprises à avoir cette réflexion stratégique le plus en amont, à combiner les droits de propriété intellectuelle ou industrielle qui vont être les plus protecteurs, à négocier ces droits avec l'ensemble de leurs partenaires à l'intérieur du consortium et à suivre l'évolution de ces droits dans le temps, puisque vous avez vu que la durée de protection est variable. Donc le troisième enjeu, c'est la protection des données à caractère personnel. Donc là, c'est un enjeu assez nouveau pour les textiliens, parce qu'ils vont avoir à gérer ces données recueillies à partir des capteurs et des actionneurs. La réglementation française et européenne est variable en réalité selon la nature des données qui sont collectées. Vous avez une sorte de gradation entre les données à caractère personnel et puis les données sensibles, les données de santé, les données médicales.
Et il y a un régime à la fois spécifique qui relève de la CNIL, qui suppose des déclarations, des demandes d'autorisation. Tout ça est extrêmement précis et doit être fait sous peine de sanctions qui vont encore être renforcées par le règlement européen qui a été adopté tout récemment et qui va donc entrer en vigueur en mai 2018. Et on voit à travers l'illustration à nouveau de BioSerenity, qui est l'une des entreprises les plus avancées. Vous voyez là sa tenue complète avec le bonnet et le maillot près du corps de mesure de l'épilepsie, à quel point le nombre de capteurs et la variété, la nature et le nombre des données collectées, tout ça est important. Donc vous comprenez bien ici à quel point l'enjeu du traitement de ces données est déterminant, comme ça a été dit. Troisième enjeu identifié par le groupe, c'est celui de la captation de la valeur ajoutée, puisqu'évidemment, vous l'avez compris, le textile va être en concurrence, mais aussi va devoir collaborer, coopérer avec d'autres matériaux pour apporter cette fonctionnalité nouvelle. Donc textile, électronique, énergie, qui a les brevets, qui est capable de faire les investissements, qui a la capacité de production. Est-ce que cette capacité de production, elle est en France, en Europe ou elle est en Asie? Tout ça, ce sont des questions sur lesquelles on travaille dans le groupe. Est-ce que le textilien, il va avoir un rôle de sous-traitant au service de l'électronicien ou au service du spécialiste du big data, ou est-ce qu'il peut prétendre à un rôle d'assemblier, à un rôle d'intégrateur? Après, on voit bien que dans ce domaine des textiles intelligents, en réalité, on a ceux qui vont être dans la production manufacturière, qui vont produire le bien, quelle que soit sa forme, et puis on a des sociétés qui vont intervenir dans le service, c'est-à-dire la vente de solutions électroniques et les licences d'utilisation software de ce bien-service intelligent qui aura été produit. Et puis évidemment, il y a la question de la maîtrise du circuit de distribution. Qui va maîtriser le circuit de distribution? Qui va être en contact avec le consommateur? Qui va répondre à ces questions, notamment sur le service après-vente? Ça fait partie des questions, pour l'instant, qui ne sont pas tranchées, parce que dans la e-santé, c'est simple, c'est l'hôpital, c'est le médecin, c'est le labo. Mais quand on sera dans le grand public, avec un pyjama connecté, vers qui on va se tourner si jamais il y a un dysfonctionnement. Cinquième et dernier enjeu, il est dans le domaine des ressources humaines, c'est l'hybridation des talents, parce que vous voyez bien que pour former ces consortiums de talents, de compétences, il va falloir qu'on forme des textiliens à l'électronique et à l'énergie, qu'on forme de l'autre côté des électroniciens, des énergéticiens aux matériaux et technologies textiles. On a déjà une bonne relation avec EDF, ça va continuer. On doit également promouvoir tous ces nouveaux savoir-faire auprès des designers, et leur retour d'expérience est absolument indispensable, parce qu'une fois de plus, si l'ergonomie, si l'esthétique, si le toucher, si la coupe, si le style, si tout ça n'est pas apprécié, il n'y a pas un sentiment de confort, de bien aller, et il n'y a pas une désirabilité de ces textiles intelligents, tout simplement le marché ne les achètera sans doute pas. Et puis l'enjeu du recrutement des spécialistes de la collecte, du traitement et de la protection des données, en sachant que le nouveau règlement impose de toute façon, au-delà d'un certain volume et d'une certaine sensibilité de la protection des données, oblige à recruter un délégué en quelque sorte chargé de la protection des données dans l'entreprise. Alors des questions à approfondir, il y en a beaucoup. Elles ont déjà été mentionnées en partie par Khaled, j'irai assez vite. Les freins à l'utilisation des objets connectés en général, donc là c'est l'IoT, c'est valable pour tous les objets connectés. La peur du flicage, effet nocif ou non sur la santé, point d'interrogation. Et puis la réelle valeur d'usage. Autrement, on tombe dans le gadget, et c'était ce qui était dit. Est-ce qu'il faut, ça c'est un dialogue qu'on a avec les pouvoirs publics et les partenaires à la solution industrielle dans le cadre de la Nouvelle France industrielle, est-ce qu'il faut qu'on mette en place des outils spécifiques pour bâtir cette confiance? Est-ce qu'il nous faut un nouveau label? Est-ce qu'il faut une étiquette particulière? Est-ce qu'il faut une sorte de plateforme? Bon, voilà, ça fait partie des questions dont on discute. Il y a toute la question de l'entretien. Comment laver, comment sécher, comment repasser mon textile intelligent. On a mis en place avec le COFRET, le Comité français d'étiquetage de l'entretien textile, un groupe de travail dédié à ces questions, et on devrait avoir des recommandations l'année prochaine. Fin de vie et recyclage, j'en ai déjà parlé. Et puis la question de la maintenance et du service après-vente. Qui va être responsable, qui va prendre en charge cette fonction?
Donc en conclusion, vous l'avez compris, et j'ai mis cette photo du dernier défilé Chanel à la Fashion Week qui est assez illustrative de la rencontre, du télescopage entre ces deux univers, c'est-à-dire que on a l'univers du luxe, du mou, du dufteux, du soyeux, avec ce fameux tissu Chanel en laine, qui est d'ailleurs souvent tissé par l'un de nos adhérents dans le sud-ouest. Et en même temps, on a la froideur métallique, le côté lisse et dur de cette salle de serveur. Hein. Donc là, c'est vraiment une illustration, je trouve, intéressante des enjeux qu'on a à marier le textile et l'électronique. Donc on a un marché potentiel important, mais aujourd'hui on a quand même des segments beaucoup plus solvables à court terme que d'autres, ça c'est un fait. On a un retard de l'UE en matière de brevets. Est-ce qu'il est rattrapable? Est-ce qu'il y a des solutions? Point d'interrogation. Et puis on a des atouts incontestables en France, dont on est fier. Une culture d'ingénieurs, cette fertilisation croisée entre le luxe et les textiles techniques, une forte effervescence de start-up, une sorte d'essaimage de fashion tech à Paris, à Lille, un peu partout. Et puis une réforme du système de santé qui, en France, à court terme, va permettre de développer l'expérimentation en matière de textile intelligent, de télémédecine, de télésanté, et qui ouvre à court terme, sans doute, les espaces les plus certains. Merci. Alors, je vais voir si ça marche. Non, vous allez devoir le faire. C'est la distance. Il faut se mettre debout pour voir un petit peu les présentations. Alors, bonjour à tous. Moi, je vais représenter la partie innovation en termes de pôle de compétitivité et travail avec les mains dans le cambouis avec les entreprises. On va faire l'articulation par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Donc rapidement, quand on parle de textile aujourd'hui, et en particulier de textile innovant, ça représente l'ensemble du monde textile. Emmanuel nous a parlé de tout ce qui était habillement, de tout ce qui était luxe. Nous, on est plutôt centré sur tout ce qui va être textile à application ou à usage technique. Même si aujourd'hui on peut mettre l'équipement de protection individuelle, on peut mettre certains produits pour la silver economy ou pour le bien-être et la santé au niveau de l'habillement aussi dans ces textiles-là. Alors rapidement, quand on parle du pôle de compétitivité, aujourd'hui on parle d'une alliance entre deux structures que sont le pôle de compétitivité Uptex. Très rapidement, une définition d'un pôle de compétitivité, c'est un facilitateur d'innovation. Notre métier, c'est d'accompagner le développement des entreprises par l'innovation. Clubtex, lui, est un club d'entreprises textiles à usage technique, situé en Hauts-de-France, mais on a des membres dans toute la France, mais y compris des Belges, des Allemands, un Autrichien aujourd'hui, parce que c'est une association avec une complémentarité de compétences, et lui, il accompagne le développement des entreprises par le réseau et le business. Et c'est l'association des deux qui va aider à l'innovation et au dynamisme des entreprises textiles aujourd'hui, qui sont loin d'être ce qu'on voit tout le temps, des entreprises moribondes ou un secteur d'activité qui disparaît. Les missions, je viens de vous en parler rapidement, entre l'animation, l'accompagnement de l'innovation au travers en particulier de projets collaboratifs, parce que c'est ça la particularité, c'est d'associer le monde économique dans les différents éléments et les briques dont on a besoin pour faire un développement, on en parlera sur les textiles intelligents ou les textiles connectés, et le monde académique, c'est-à-dire la recherche, faire le lien entre les deux pour permettre les innovations de demain ou les produits que vous pouvez voir d'ailleurs dans le salon, qui sont les produits des marchés de demain. Au niveau de ce que nous représentons en termes de périmètre, la petite carte montre que, bien sûr, étant basé en Hauts-de-France, puisqu'il ne faut pas que je me trompe, c'est bien les Hauts-de-France, et nous sommes Nord-Pas-de-Calais-Picardie depuis 2005, c'est-à-dire qu'ils ont pris exemple sur nous pour faire la grande région. On a 185 adhérents et 131 entreprises. Beaucoup de PME, c'est-à-dire sur les 131 entreprises, il y a 128 entreprises, et ça représente toute la filière textile, ça va de la fibre jusqu'au marché applicatif, c'est-à-dire jusqu'au donneur d'ordre. Une trentaine de laboratoires et universités ou écoles d'ingénieurs, et ensuite des partenaires
puisque vous l'avez compris dans les deux présentations qui viennent d'être faites, aujourd'hui le textile touchant d'autres marchés, nous travaillons en total décloisonnement et en collaboration et en coopération avec les autres secteurs d'activité. Alors, nos 4 domaines d'activité stratégiques spécifiques sont les textiles à effet barrière, les matériaux et structures textiles dans lesquels on va trouver les composites, dans lesquels on va trouver les matériaux hybrides et d'autres, les textiles, les éco-textiles, les éco-matériaux textiles, ça va être toutes les fibres naturelles, mais on va intégrer aussi là-dedans tout ce qui est éco-conception et recyclage. Et puis, je l'ai gardé pour la fin, même si c'est notre premier domaine d'activité stratégique aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, nous, les textiles interactifs. Alors déjà, je vais répondre tout de suite. Textile intelligent, j'ai beaucoup de problèmes. C'est une mauvaise traduction des smart textiles. Et aujourd'hui, on nous met des routes intelligentes, des bâtiments intelligents, des voitures intelligentes, des textiles intelligents. Il n'y a plus que nous, les utilisateurs, qui ne le sommes pas. Donc, nous, on parle de textiles interactifs. Et dans les textiles interactifs, on vient y mettre les textiles connectés ou monitorés, les textiles à principe chimique actif, tous ces textiles fonctionnalisés, parce que c'est ce qui fait la définition des textiles européens et français en particulier aujourd'hui. Alors, nos marchés applicatifs, on va passer tout le truc d'un coup. Voilà, on a 5 grands marchés applicatifs qui sont le bien-être et la santé. On va rester sur l'équipement de la personne, on va être sur les bâtiments, on va être sur le transport, on va être sur le médical et on va être sur l'industrie. C'est là-dessus qu'aujourd'hui, on va trouver le positionnement des textiles réalisés en France, développés en France. Et aujourd'hui, l'originalité de ces PME, c'est de venir répondre, non pas en vendant des produits, la plupart du temps, c'est en vendant un savoir-faire. Et ce savoir-faire, qui est d'ailleurs ce qui fait tout à fait la légitimité d'être présent sur le salon aujourd'hui, ce savoir-faire est original et ce qui leur permet de répondre à des besoins spécifiques identifiés, aussi bien par des clients qui sont dans la silver economy. Voilà, Damar, aujourd'hui, il a produits particuliers. Je vois Le Mailleux qui est présent, qui a des produits cosméto-textiles, etc., qui sont complètement développés en France, mais c'est aussi dans le secteur du bâtiment ou dans le secteur du transport, des matériaux de renfort, des matériaux d'isolation, ou avec des caractéristiques particulières. En quelques chiffres, très très rapidement, on dit toujours qu'aujourd'hui, l'innovation, et en particulier l'innovation en France, elle est soutenue par le financement public. Un chiffre très important, 1 euro de financement public dans les projets textiles que nous accompagnons, c'est 2,33 euros de financement privé à côté. Ça veut dire que les entreprises, avec un effet de levier qui est extrêmement important, et on n'est que sur la partie R&D. C'est-à-dire que c'est pratiquement sur la mise en marché 5 ou 6 euros. Donc on voit bien que c'est juste un moyen de venir faire en sorte qu'on crée une dynamique collaborative. Bon, après, le nombre de projets est relativement important. On va passer rapidement, c'est 450 millions d'euros de projets qui, sur les 10 dernières années, ont été soutenus dans le textile avec seulement 135 millions d'euros de financement public. Donc on voit qu'il y a une vraie dynamique et les entreprises qui sont concernées sont des entreprises hyper dynamiques, mais souvent qui sont cachées parce que les produits textiles sont tout autour de vous, y compris en vous, puisqu'il y a beaucoup de développement dans le médical, mais on ne les voit pas. Et les entreprises, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'elles restent très discrètes. On a tellement parlé négativement du textile qu'aujourd'hui, on hésite à communiquer. Alors, on a parlé brevets tout à l'heure. Sur l'ensemble des projets qui ont été accompagnés sur le pôle, il y a eu par des PME 48 brevets qui ont été déposés. Quand vous voyez des implants médicaux résorbables ou quand vous voyez certains produits très techniques, je parle de fils transfert d'énergie ou des applications, y compris dans les cosmétotextiles, il y a des brevets et ils sont déposés par des petites PME et une des PME françaises qui dépose le plus de brevets dans les Hauts-de-France et dans le secteur du textile médical. C'est pour montrer qu'il y a aussi de dynamisme. Mais bien sûr, on est très en retard par rapport à nos confrères allemands ou aux Américains sur ces domaines-là. Alors, textile connecté.
Nous, aujourd'hui, notre vision sur les textiles connectés, elle est, comme ça a été dit juste avant moi, c'est pas de faire des produits textiles dans un coin, et c'est pas non plus d'imaginer que le textile va remplacer la montre Fitbit ou certains capteurs que l'on peut avoir quand on va courir. Ça n'a aucun intérêt, ils le font très bien, et le textile ne viendra pas se positionner à ce niveau-là. Dans le même temps, il faut décloisonner. Le textile ne va pas travailler tout seul dans son coin. Donc nous, c'est une association de compétences avec le textilien, l'électronicien, l'informaticien, parce qu'il va falloir gérer les données qu'on va trouver, et puis un certain nombre d'intégrateurs. Ça peut être les gens de la technologie sans contact, des nanoparticules, parce que voilà, on peut rendre des fils conducteurs en intégrant des nanoparticules, ou on peut les rendre interactifs en mettant des nanoparticules d'argent ou de carbone. Et le textile aura un intérêt quand il ne sera pas le support d'électronique, mais qui sera lui-même le capteur ou l'actionneur. Et aujourd'hui, il existe des développements textiles où les capteurs sont du textile. Alors ça peut être positionné par de la broderie. On peut faire des circuits à l'aide de broderie. Ça peut être en utilisant des fils avec des caractéristiques particulières. Et on va pouvoir détecter avec ces capteurs textiles, pression, température, etc., mais aussi le textile qui va être actionneur. C'est lui qui va créer la lumière, c'est lui parce que les LED vont être intégrés, ou simplement parce qu'il va intégrer des particules qui vont réagir à des stimuli. C'est lui qui, par de l'impression électroluminescente, va être le support conducteur et va permettre de rendre le textile lui-même actionneur. Alors, ça fait un certain nombre d'années déjà qu'on parle de textile connecté. Alors j'ai mis exprès textile intelligent parce qu'on est quand même obligé de se référer aux mots-clés. Quand on va sur le web, si vous ne mettez pas textile intelligent et que vous mettez textile connecté ou textile interactif, vous n'avez qu'une partie de la réponse. Le seul problème, c'est qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, ou depuis un certain nombre d'années, si vous regardez bien sur le marché, on en parle beaucoup, mais on ne voit rien, ou pratiquement rien. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà eu des déceptions par rapport à des produits qui n'étaient pas suffisamment performants, suffisamment efficaces, ou par rapport aux verrous dont on a parlé tout à l'heure. Il n'y a pas encore de solution, ou il n'y avait pas de solution, ce qui fait que ces produits ont disparu. Beaucoup de produits gadgets, et on ne voit pas d'intérêt sur les produits gadgets. Il faut dépasser ce stade-là et faire des produits qui soient effectivement très techniques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de fil capteur ou de fibre capteur. Il y a aujourd'hui des solutions techniques qui existent ou qui sont en cours de développement. On a des fibres et des fils lumineux. Il y a déjà des exemples en utilisant ou de la fibre optique ou d'autres matériaux pour de traitement de maladies par la lumière. L'image d'en dessous, c'est l'intégration de LED, mais de vraiment micro-LED, mais directement dans le fil, qui va pouvoir être tissé, tricoté derrière, avec simplement un problème, c'est le positionnement aléatoire dans la structure qu'on va réaliser derrière, et le fil est conducteur, donc il alimente lui-même la LED. Et enfin, la possibilité d'avoir d'autres fonctionnalisations sur les matériaux, par l'association de matériaux, en venant réaliser des fils qui vont être multicomposants, c'est-à-dire qu'on intègre directement dès la filature ou dès l'extrusion les différentes composantes, ce qui offre des perspectives d'avenir extrêmement importantes. Alors, nous, dans l'analyse qu'on en a fait, parce qu'on a monté un groupe de travail avec des industriels, il y a, alors les TRL, je ne vous en parle pas pour ceux qui savent, c'est plus on a un TRL bas, plus on est dans la recherche, plus on a un TRL haut, plus on est dans le marché applicatif. Si on regarde ce qui se passait hier ou ce qu'on a déjà entendu sur les textiles interactifs, c'était des textiles sur lesquels étaient posés des éléments électroniques. Voilà. Bon, ça a été fait. On en voit, c'est pas tellement, on en achète peu, c'est cher, et puis finalement c'est pas très pratique. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est d'associer les deux. C'est de dire que on va intégrer des fils métalliques dans un support et on va mettre de la connectique et des éléments électroniques à côté. Donc ça, aujourd'hui, c'est déjà une évolution. Et nous, ce vers quoi on tend, c'est que textile soit lui-même l'électronique. Et ça, c'est les perspectives 3, 5, 10 ans dans certains développements qui sont déjà en cours, en particulier sur l'image de droite, qui est un fil. Alors, vous avez tous vu un fil, hein, vous voyez, c'est très très fin.
et un fil qui va être avec 3 composants. Vous avez l'anode à l'extérieur, la cathode à l'intérieur et un isolant entre les deux. Le problème, ça va être d'avoir suffisamment de longueur pour avoir une efficacité, une performance qui soit suffisante. Aujourd'hui, on collabore avec les gens du CNRS, avec une plateforme technologique que nous avons dans le Nord qui s'appelle le CETI, sur ce genre de développement, et avec des industriels du vêtement de travail, du secteur du médical, ou on parlait d'Amar, on parlait Le Mailleux, qui sont intéressés par ce genre de développement. Alors, sur cette approche-là, on a ce qui existe aujourd'hui, en particulier, je vais descendre parce que je vois rien, puis en plus je n'ai pas mes lunettes. On a ce qui existe aujourd'hui, quand on voit 2015, on va dire on a des produits gadgets dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec des performances qui sont très très basses, des performances qui ne sont pas suffisamment intéressantes pour vous intéresser, vous les consommateurs de demain. Bien sûr, il y a eu des applications, il y a déjà eu des produits où vous avez déjà vu des choses dans le domaine du sport. Il y a beaucoup de travaux qui sont menés actuellement pour les sportifs de haut niveau, mais Decathlon avait sorti un produit il y a quelques années qui intégrait un système d'électronique pour mesurer vos performances quand vous couriez. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont ramené le t-shirt parce que quand ils l'avaient lavé, il fallait retirer le boîtier électronique. La plupart du temps, le réflexe de dire je vais retirer le boîtier, tout le monde oubliait. Donc ça n'a pas été tellement probant. C'est des produits qui sont peu matures. C'est une production qui reste une production de masse, de niche. Et il faut qu'on passe à quelque chose de plus important, de plus industriel pour que justement les entreprises, et en particulier les industriels textiles qui pourraient se lancer là-dedans, ils voient un intérêt. Leur rôle, c'est de créer de la valeur et de l'emploi. Donc, il faut qu'on augmente les volumes. Donc, ça veut dire vers 2020, avoir des produits pour lesquels on va réussir à avoir beaucoup plus de performance, de la fiabilité, détecter tout ce qui va être justement les anomalies et tous les éléments défectueux, accepter ou faire en sorte que ce produit, vous l'acceptiez vous en tant que consommateur, parce que c'est une difficulté, c'est un des verrous. Et puis ensuite, avoir des coûts qui soient aussi des coûts acceptables. Aujourd'hui, on a parlé BioSerenity, je vous donnerai un petit détail puisque c'est nous qui les accompagnons dans cette démarche. Voilà, aujourd'hui, c'est des produits sur des applications médicales dans les hôpitaux. Les prix sont élevés. Par contre, moi, je le vois comme étant la Formule 1 qui va servir l'automobile de demain. Ces produits-là, c'est ce qui va permettre de l'avoir dans les produits qu'on pourra tous porter demain. Alors, dans cette chaîne de valeur, il y a tout un travail qui est à faire, de la recherche. Si on veut sortir du gadget, il y a de la recherche avec des TRL très bas. C'est ce que je vous expliquais sur le fil, par exemple. Il y a ensuite tout un travail sur les procédés, sur les méthodes de production. Il y a tout un travail qui va être derrière de venir développer les partenariats, et en particulier, Emmanuel parlait tout à l'heure d'avoir des gens qui soient multicompétences. Nous, aujourd'hui, les groupes qui se sont montés, y compris dans les entreprises, j'ai rencontré des entreprises qui aujourd'hui me disent « Je travaille sur le sujet, j'ai créé une équipe, j'ai embauché 3 ingénieurs. Un ingénieur textile, un ingénieur électronicien, un ingénieur informaticien. Et c'est à eux 3 qui vont trouver des solutions. Ce n'est pas chacun dans son coin, il faut arrêter de travailler en silo. Et puis derrière, il va falloir faire des preuves de concept, il va falloir faire des démonstrateurs, il va falloir valider les choses. C'est-à-dire sortir du mode de dire on va sortir un petit gadget qu'on va montrer, qui va faire le buzz. On ne doit pas être dans le buzz, on doit être dans quelque chose qui va être totalement justifié et justifiable pour arriver jusqu'au marché et faire les tests marché qui vont valider le fait que vous êtes intéressé par ces produits. Alors peut-être juste une démarche pour expliquer l'approche avec BioSerenity. Emmanuel a parlé tout à l'heure de l'épilepsie. Nous, ils nous ont contactés, on les a accompagnés sur un de leurs projets qui est le traitement de l'apnée du sommeil. Aujourd'hui, vous avez un problème, votre médecin vous dit l'apnée du sommeil, on va le mesurer, il vous hospitalise, vous êtes dans une chambre d'hôpital, vous avez des capteurs avec des fils qui partent partout, vous dormez une nuit très mal parce que vous n'êtes pas dans les conditions normales, puis il y a les fils qui vous dérangent. BioSerenity, il a développé un pyjama qui prend 47 mesures. Les capteurs sont intégrés, les fils sont intégrés dès le tricotage, en forme, dès le début. 47 mesures, et vous venez chercher à l'hôpital votre pyjama, haut, bas, bonnet, vous mettez l'un, vous mettez l'autre, vous repartez avec ça, et vous dormez dans votre lit. Les mesures, ce n'est pas un jour, parce que ça coûte très cher à la sécurité sociale, ça peut être 2 semaines, 3 semaines, en fonction du besoin. Les capteurs, ils envoient directement les informations en Bluetooth sur votre mobile, qui les transfèrent à l'hôpital le lendemain matin, et le médecin fait les analyses.
Aujourd'hui, ça veut dire des analyses beaucoup plus performantes. Ça, c'est effectivement ce qu'on appelle sortir du gadget. Et aujourd'hui, ils sont en train de développer des produits comme ça pour l'épilepsie, l'apnée du sommeil et Alzheimer. On a des développements avec tout un tas d'acteurs du textile pour ce qui est de la pénibilité au travail, pour ce qui est du sport, pour ce qui est de la silver economy, en particulier les personnes âgées qui restent à domicile, toute la détection de chute, mais tout un tas d'autres choses. Mais on travaille aussi beaucoup dans le monde industriel. On discutait tout à l'heure avec monsieur que je vois devant. Quand on fait des composites, nous on est venu nous voir en disant, nous on fait des pales d'éoliennes qui font 86 mètres de long. On ne sait jamais s'il y a des fissures dans les composites. Aujourd'hui, vous intégrez le capteur textile directement dans le composite qui va mesurer la longueur de la pale et de savoir s'il y a des fissures ou des dégradations. Des moquettes connectées et tout un tas d'autres applications. Voilà ce que c'est que le textile connecté de demain. Bon, et ben, maintenant c'est à votre tour de travailler un petit peu. Est-ce que vous avez des questions à nous poser, à poser aux intervenants? Ah, vous avez tout compris. C'est bien. Oui. Moi, j'aurais une question à vous poser. C'est sur la réaction des consommateurs et les freins, les questionnements qu'on a identifiés. Est-ce qu'on en a oublié ou est-ce que vous pourriez nous apporter des éléments personnels vécus par vous ou votre entourage sur certains de ces freins? Santé, traitement des données, innocuité, est-ce que réparation, maintenance, est-ce qu'on a fait le tour ou pas? Parce qu'on a vraiment ce questionnement avec le groupe Solutions Industrielles et l'ensemble des objets connectés. Hein, donc là, c'est plus large que les vêtements. Bonjour, déjà je voudrais vous remercier pour vos interventions, elles étaient très intéressantes. Moi j'ai une question pour toutes les problématiques de recyclage. Donc est-ce qu'aujourd'hui vous intégrez par exemple le système de upcycling, l'économie circulaire? Est-ce que vous avez réfléchi à cela? Merci. Alors je vais tenter de répondre de la façon suivante. C'est qu'aujourd'hui c'est un gros sujet que nous avons sur le textile. On a fait une grosse journée sur la question il y a 2 jours avec tous les acteurs de la filière, y compris les utilisateurs et les donneurs d'ordre. Quand on parle développement des textiles connectés de demain, il faut et on intègre cette problématique dès le début, la fin de vie du produit. Et ça va sortir de nos problématiques de textile traditionnels. Puisqu'il va falloir, et c'est toujours la problématique, séparer les éléments qui vont être des éléments type électronique et les éléments textiles. Ça va être ça la problématique. Donc Emmanuel a parlé tout à l'heure de l'association de compétences entre EcoTLC et les acteurs du recyclage des produits purs électroniques. Que ce soit les éléments électroniques qui vont être intégrés dans le textile ou que ce soit les fils qui vont être des fils métalliques ou des fils capteurs qui auront des particularités en termes technologiques. Donc ça, il faut qu'on l'intègre dès le début du développement et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Mais c'est une question qui est très intéressante parce que voilà, aujourd'hui, il n'y a pas un produit qui est développé sans que cette question soit mise sur la table dès le départ. Il y a une question là, il me semble. D'abord, merci beaucoup. J'aurais voulu parler, moi, de tissus qui protègent. Mon cas particulier, j'ai des basophiles carcinomes, c'est très important, c'est-à-dire entre autres des cancers de la peau, où j'ai des grosses opérations dans le dos. Je ne sais pas trop bien ce qu'on peut mettre comme protection. Je ne dois pas aller au soleil du tout. On trouve soi-disant des maillots de corps, des t-shirts en Australie principalement. Je ne sais pas déjà combien de temps ça dure, je dois les changer tous les ans ou tous les 6 mois. Est-ce que la France prévoit de développer ce genre de maillots protégeants? Est-ce qu'il y aura des capteurs ou quelque chose qui indiqueront attention UV plus que 10 ou 15 ou... Alors, oui, dans le textile connecté, il y a aussi cette vision de dire l'alerte. En particulier, je vous parlais
vêtements de travail, c'est un des objectifs, c'est de dire vous rentrez dans une zone dans laquelle il faut être protégé et vous n'avez pas les protections qui vont bien. Pour votre cas, vous avez déjà les textiles anti-UV. Il existe des maillots de bain, il existe des t-shirts, etc. Alors oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est la question d'identification. C'est que c'est toujours la même chose. Vous avez des fibres qui ont certaines performances, des traitements qui ont certaines performances, puis il y en a d'autres qui en ont moins. Bon, voilà. Aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de produits. Alors, je regarde les acteurs de tout ce qui va être dans les sous-vêtements, les tricots, en particulier fonctionnalisés par Cosmétotextile ou en première peau, qui vont pouvoir être fonctionnalisés pour avoir des protections anti-UV. Après, nous, on travaille beaucoup avec les médecins, on travaille beaucoup avec les hôpitaux pour traiter certaines maladies. Je pense à un projet aujourd'hui qui est dans des gants et dans des chaussettes, tout simplement, pour le traitement de la maladie de Raynaud, où on intègre des éléments chauffants parce que c'est ce qui va permettre de traiter la maladie de Raynaud. Donc il existe peut-être aujourd'hui des solutions, je ne les connais pas toutes, hein, loin de là, mais en tout cas, il y a certainement des solutions. Ce qu'il faut, c'est voilà, vous parlez de l'Australie. Nous, on a des textiles anti-UV, mais est-ce que ça suffit pour votre cas? C'est pas certain. Alors, avant de vous donner la parole, j'aurais une question quand même à Emmanuel, avant que je l'oublie. Ça concerne le design. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de design, et finalement, si ces produits ne sont pas jolis, on ne va pas les acheter, même s'ils sont instrumentés, intelligents, interactifs, tout ce qu'on veut. Donc, comment on travaille sur le sujet ? Donc ça, effectivement, c'est une réflexion qu'on a eue tout de suite dans le groupe de travail. On a pu déjà échanger avec Florence Bost, qui est très impliquée sur ce sujet depuis des années. Et on a eu l'occasion, grâce à notre partenariat avec EDF, de rencontrer des designers canadiens sur prototypes de vestes et de robes avec des cellules photovoltaïques qui permettent de charger de l'énergie pour, par exemple, recharger les portables. Et c'est vrai qu'il y a il faut, là aussi, c'est comme l'éco-conception, en fait, il faut dès le départ avoir des designers avec soi pour concevoir le produit, son bien aller, sa couleur, sa fonctionnalité. Ce qui est très clair surtout, c'est les questions en fait de doux, rigide ou dur. Parce que l'univers électronique, il est dur, il est rigide, il est noir. Et l'univers textile, il est souple, il est doux, il est coloré. Donc ça a l'air de rien, mais en fait, si on ne métisse pas dès le départ le point de vue d'un designer qui aura à dessiner, à créer les collections, à imaginer les modèles et évidemment toutes les compétences techno dont on a parlé, on s'appauvrit sans doute dans la possibilité de déboucher sur des modèles, des collections qui vont plaire. Oui, j'ai une question par rapport à l'impact de ces nouveaux tissus, que ce soit des nanoparticules, différents métaux intégrés, etc. Est-ce qu'il est prévu d'avoir des protocoles de test avec des cohortes, comme par exemple dans le médicament, de manière analysée sur un certain nombre de personnes, effets à brève échéance, à échéance plus longue? Première question. Deuxième question, dans le cas par exemple de marques ou de fabricants de vêtements qui intégreraient ces textiles, quel est leur degré de responsabilité par rapport à des impacts à venir non maîtrisés aujourd'hui ou non analysés? Est-ce qu'il y a des budgets qui sont destinés à justement lancer les études d'impact sur la santé? Alors, déjà en France, c'est très contraint. Vous ne pouvez pas annoncer quelque chose sur des étiquettes si vous n'avez pas un minimum de contrôle et de certificats qui viennent vérifier que. Quand on est dans le secteur du médical en particulier, les procédures sont très très longues. Nous, on a beaucoup de projets avec des entreprises qui sont sur des dispositifs médicaux ou même sur des produits qui vont servir la santé, et je peux vous dire que les contrôles et les phases de test sont énormes. La plupart du temps, en même temps, ces développements se font en collaboration avec des médecins, en collaboration avec des hôpitaux, en collaboration avec des professionnels de santé. Donc oui, il y a tout un processus. Alors après, sur le niveau de responsabilité, lorsque vous produisez quelque chose, vous avez votre niveau de responsabilité. Bon, Emmanuel pourra répondre mieux que moi sur toute la partie réglementaire, etc. Mais sur ce qui est médical, à partir du moment où vous produisez quelque chose, que vous le vendez avec une allégation quelconque, vous vous engagez. Et
Donc voilà, c'est pas le distributeur, c'est vous le producteur qui êtes engagé. Non ? Donc en fait, c'est le sujet un peu général du risque, de l'évaluation du risque par rapport à la mise sur le marché. Donc il faut quand même que vous soyez rassurés parce que en Europe et en France en particulier, on est quand même dans une culture réglementaire et d'aversion au risque et de principes de précaution très développés. Donc sur la partie chimique, on a ce qui s'appelle REACH, qui est la réglementation environnementale la plus protectrice du monde. Donc là, sur toute la partie chimique, je crois que vraiment, on a ceinture et bretelles, en sachant en plus que c'est une réglementation qui évolue en permanence avec des propositions par les autorités de contrôle pour ajouter telle ou telle substance dans les annexes. Donc ça, vraiment sur la partie chimique, voilà, y compris la partie nano, puisque les nanoparticules, nanomatériaux, nanosubstances sont aussi couvertes par REACH. En France, en particulier pour les nanos, on a une démarche exemplaire puisqu'on a une déclaration obligatoire des importateurs, des utilisateurs de nanosubstances et on n'est pas les seuls en Europe, mais on doit être avec le Danemark et les Pays-Bas ou la Belgique. Donc on est vraiment très engagé. Il y a un registre qui est tenu à jour. Il y a eu une réflexion particulière de l'ANSES sur l'utilisation des nanosubstances dans les textiles. Donc c'est un sujet qui est connu, sur lequel il y a déjà un certain nombre de bonnes pratiques qui ont été développées. Après, sur la partie électronique, donc là vraiment j'ignore tout, des travaux de réglementation, d'innocuité, des parties capteurs, actionneurs, etc. Mais peut-être que Khaled a des éléments là-dessus. C'est en cours, mais c'est pas encore mature. Clairement, c'est pas au niveau de REACH, par exemple. Voilà, on est loin de là. Voilà. Ça veut simplement dire que, et c'est la vocation du salon, n'hésitez pas à acheter français, vous êtes beaucoup plus protégé que si vous achetez des produits made in China. Nous avons encore le temps de prendre une ou deux questions. Donc, oui. Oui, moi j'avais une question en forme de réponse à la question que nous a posée Madame. Donc je m'en excuse, ma réponse est une question. Oui, je voulais savoir si dans les entreprises qui font partie de votre syndicat professionnel, beaucoup travaillent dans une dimension de ce qu'on appelle généralement l'open innovation, qui concerne la co-création. Parce que la réponse à votre question, elle sera là-dedans. Si ces entreprises, Damar, DIM et compagnie, font intervenir des clients potentiels dans leur bureau d'études, pas une fois que le produit a été prototypé pour voir si ça leur plaît, combien ils seront prêts à le payer. Ça, c'est les enquêtes cliniques classiques de marketing. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, je ne connais pas du tout le secteur du textile, mais font intervenir les clients à la conception du produit. J'ai assisté chez Danone à des démonstrations de conception de yaourt avec des veloutés qui étaient en train de concevoir les clients eux-mêmes pour des produits absolument pas commercialisés. C'est là que je pense les entreprises réussiront à toucher vraiment le client. Parce que si vous nous sortez une chaussette connectée, une chemise connectée, dans le meilleur des cas, on aura peut-être tous un jour dans notre garde-robe une chaussette connectée. Tiens, aujourd'hui, je vais mettre la chaussette connectée. Bon. Et puis les 95 autres chaussettes, j'adore les chaussettes, seront pas connectées, quoi. Donc il faut vraiment qu'un produit nouveau, une innovation réussie, c'est une innovation qui s'impose. Aujourd'hui, plus personne ne demande une voiture avec une manivelle pour descendre et monter les fenêtres. Alors, je vais me permettre une réponse. Les gros groupes comme Danone, ils ont les moyens de le faire, ils le font. Une société comme Damar le fait. Damar le fait. Après, les PME, qui sont souvent des intermédiaires, qui vont réaliser des innovations qui vont être intégrées dans d'autres produits, elles vont le faire autrement. C'est-à-dire qu'on va tester les produits avec le client final qui va être le transformateur. Mais on travaille aussi, nous, dans les projets. Nous avons aujourd'hui toute une chaîne de valeur qui est intégrée dès le début du projet, avec les designers, avec certains utilisateurs, avec des gens du sensoriel éventuellement, donc qui eux vont faire avec un panel de clients potentiels des tests. Donc ça, aujourd'hui, on le fait sur certains projets. Dernière chose. L'innovation pour l'innovation, quand on parle de PME, c'est ce qui est aujourd'hui notre tissu industriel, ça n'existe plus. Il y a forcément on répond à un usage et à un besoin, et avec la nécessité, c'est de créer derrière du business. Donc l'innovation pour l'innovation, elle n'existe plus.
Bon, nous n'aurons pas le temps de prendre une dernière question. Écoutez, ici, non, c'est bon. Bon, allez, une dernière question rapide alors, mais très rapidement. Allez. Très rapidement, en fait, j'ai vu que vous présentiez ce secteur comme un secteur d'avenir. Et je voulais savoir justement pour la jeunesse, est-ce qu'aujourd'hui il y a des formations qui combinent le secteur textile et technologique? Voilà. Alors, encore une fois, je vais répondre Hauts-de-France, mais je pense que c'est valable. Je vais répondre Hauts-de-France. Je suis ingénieur textile de formation, même si j'ai fait derrière une autre école. Je suis administrateur d'une école d'ingénieurs textiles dans le nord de la France, qui est la première école ingénieur textile de toute l'Europe. On produit 17% des ingénieurs européens chez nous. Aujourd'hui, c'est une association aussi de compétences avec des croisements, c'est-à-dire des multidiplômes. Ils font dans les textiles techniques de la formation sur l'électronique, sur un certain nombre de choses, parce que les textiles à usage technique ont cette obligation. Voilà. Après, l'association avec l'électronique, avec d'autres technologies, même si vous maîtrisez beaucoup mieux que nous toute cette partie geek. J'étais hier à une réunion avec des industriels où on me parlait BIM, on me parlait pop-up, on me parlait... bon voilà, j'étais un peu paumé. Donc vous maîtrisez déjà tout ça dans votre génération et ça fait partie des formations. Mais il n'y a pas encore de formation croisée. Donc pour compléter ce qu'a dit Jean-Marc pour l'ANSET, on a d'autres écoles d'ingénieurs, hein, notamment E-Tech en Rhône-Alpes, qui travaillent sur plusieurs savoir-faire, c'est-à-dire qu'on a tout ce qui est coloration, formulation chimique sur tissu et cuir, et aussi la plasturgie, la vernise et peinture. Donc là, on est dans l'univers de la couleur, et puis on a une autre école d'ingénieurs en Alsace. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'est pas tout seul à être convaincu qu'il y a des emplois dans le textile et le numérique, puisque on a signé mercredi avec Madame El Khomri un accord qui s'appelle EDEC, c'est-à-dire développement de l'emploi et des compétences, dans les 7 branches de Opcalia, peu importe, ça veut dire le textile, l'habillement, le cuir, la maroquinerie, etc., autour du numérique, c'est-à-dire ainsi aider les entreprises à mieux utiliser les outils du numérique dans leur stratégie RH, y compris dans leur stratégie de recrutement. Donc ça veut dire qu'on va aussi aider les entreprises à s'approprier les outils du numérique pour mieux identifier leurs besoins de recrutement et recruter les talents dont elles ont besoin. Donc on en est pleinement convaincus. Maintenant, l'école d'ingénieur idéal textile et électronique, elle n'existe pas. On va tout faire pour mettre en place les passerelles, mais c'est un travail un peu de longue haleine. Il y a quand même des écoles qui aujourd'hui ont des doubles diplômes ou des associations avec des formations jointes. Donc voilà, il ne reste plus qu'à remercier nos intervenants et vous remercier de votre participation à cette conférence.